Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal par cette brève 119e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit de Ali Idrissa Durotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, Nouhou Arzika et Maître Lurwana du MPCR et plusieurs autres personnes. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tillabéri, repartis comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Filengue, Nouhou Arzika détenu à Tillabéri, Moussa Tchangari à la prison de Walam, Maître Lurwana Abdurrahman à Daikaina. Deux autres acteurs de la société civile qui sont aussi à leur 98e jour de prison. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Diori Ibrahim de Alternative Espace Citoyen arrêté dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. À Zander, également, deux acteurs de la société civile, à savoir Yahya Badamassi de Alternative Espace Citoyen et Sadat Iliad Malam du MPCR, continuent à garder prison pour leur détermination dans le combat contre la loi des finances 2018. Notons cette dernière interpellation dans le rang de la société civile, c'est celle de Karim Tanko de l'UGPDDH, membre du cadre de concertation et co-signataire de la manifestation du 15 avril dernier. Il est lui incarcéré à la prison civile de Niamey. Le procès de la première vague composé de Nouhou Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari, Maître Lurwana et les autres a eu lieu le mardi du juillet 2018 dernier au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Le délibéré est prévu pour demain, mardi 24 juillet 2018. Justement, relativement à la situation des acteurs de la société civile, nous recevons sur ce plateau M. Alioune Tine, défenseur des droits de l'homme et coordinateur national de Publier ce que vous payez Guinée. M. Alioune Tine, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous voulons savoir quel est l'objet de votre séjour ici au Niger. Merci beaucoup. Je voudrais corriger que je ne suis pas de l'organisation Publier ce que vous payez, c'est avec mon ami qui n'est pas avec moi. Donc moi je suis un tout petit peu le doyen de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, pour être assez modeste. Puis en ce moment je suis l'expert international des Nations Unies sur les droits de l'homme au Mali. Donc voilà, pour me représenter. Donc je suis là parce que il y a mes amis qui sont en prison que je connais très bien, avec qui nous avons lutté ici depuis longtemps. Je suis bien connu au Niger. Et nous sommes également ici dans le cadre de missions de bons offices, donc pour parler à nos amis et parler également effectivement avec les autorités de ce pays, dont certains sont nos amis, sinon même vraiment parmi les plus hautes autorités. Donc nous les connaissons tous et nous estimons que nous sommes assez bien placés pour faire en sorte effectivement que le dialogue soit noué et faire en sorte effectivement de décrisper la situation. Voilà. Justement, vous avez donc échangé avec les autorités. Est-ce que vous êtes satisfait? Écoutez, nous avons eu quand même un accueil très chaleureux et amical avec Maro Amadou, que nous connaissons depuis très longtemps, avec qui nous avons lutté depuis très longtemps, chez lui, dans un climat vraiment amical. Nous avons bien discuté, donc c'est quelqu'un que nous connaissons avec ses valeurs, ses convictions. Donc, bien discuter avec eux. Nous savons aussi que
Ici au Niger, le Niger quand même a eu parmi les institutions les plus solides de l'Afrique de l'Ouest francophone. On connaît le Parlement, on connaît la justice. Nous savons aussi qu'il y a des juges qui sont assez indépendants dans ce pays. Il nous en a parlé. Donc voilà, nous respectons les institutions, nous respectons les autorités, mais nous venons également par solidarité active. Si je viens du Sénégal, c'est parce qu'il y a des choses très fortes qui nous lient avec nos amis, nous à Arsika, que nous avons vu hier à Tillabéri. Toujours très fort. Nous avons vu aussi aujourd'hui Idrissa. On a beaucoup discuté avec lui. Ce que nous avons vu, c'est que nous avons vu quand même des hommes qui ont le moral. Et nous avons également rencontré des hommes très dignes dans cette situation, dans leur prison. Nous avons été très impressionnés par cela. Nous n'avons pas été d'ailleurs très étonnés du reste. Comme je vous l'ai dit, nous sommes là aussi parce que, quoi qu'on dise, nous sommes des vieux militants des droits de l'homme. Et nous ne sommes pas insensibles pour venir également observer si effectivement les normes d'un procès équitable sont respectées. Ça, c'est notre attente la plus solide et notre vœu le plus cher. Aujourd'hui, qui nous a fait déplacer, c'est en sorte voir nos amis libres demain. Nous voulons les voir libres demain. Voilà, donc c'est ça qui nous amène. C'est ça votre souhait. C'est notre souhait le plus profond et notre espoir également. Aujourd'hui, c'est effectivement que demain, très probablement, nos amis vont rejoindre leur famille parce que les familles en ont besoin. Moi, j'ai été voir la famille d'Idrissa, j'ai été voir ses enfants, j'ai été voir sa femme, j'ai été voir sa maman aujourd'hui. Et comment vous les avez trouvées, ces familles-là? Très fortes, très dignes. Voilà, c'est le terme qu'il faut. Voilà, donc ça c'est important. C'est important. Généralement, j'ai vécu un tout petit peu les conditions dans la société civile. Et quand ça nous arrive, c'est comme si on était en mission. Découvrir les prisons, c'est également une mission, voir comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est une épreuve extrêmement dure. C'est une épreuve très dure. Et donc, nous ne souhaitons à personne de vivre cette épreuve. Et notre espoir, c'est effectivement qu'il soit mis fin. Il soit mis fin à cette épreuve, à cette détention, et qu'il soit libre demain. Alors, comment vous trouvez les luttes que sont en train de mener les acteurs de la société civile nigérienne? Bon, ça c'est un tout petit peu la lutte sur les droits civils et politiques, la lutte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Ça c'est c'est un tout petit peu notre raison d'être. Notre raison d'être dans la société civile, c'est cela. Voilà. Alors, quel est votre message à l'endroit de ces acteurs de la société civile et même aux autorités nigériennes? Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, avec les différentes menaces que nous vivons, avec de plus en plus des menaces qui rendent de plus en plus nos États vulnérables, nous avons besoin, en tant qu'Africains, d'être ensemble. Parce que quand on est ensemble, qu'on est fort. Ensemble avec la société civile qui a un rôle extrêmement important à jouer parce que vraiment par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui au Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad et au Nigeria, pour ne pas parler, nous avons besoin d'une société civile très forte. Nous avons besoin également des États très forts mais qui travaillent ensemble. Chacun jouant son rôle dans le domaine qui est le sien. Ça, c'est extrêmement important. Parce que la société civile veut jouer un rôle fondamental pour que la paix arrive. Un rôle de construction de la paix. Ça, c'est très important à dire parce que, vous savez, nous avons fait l'expérience des armes. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y
pas que les armes, il n'y a pas que les militaires. La sécurité, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on parle de la sécurité humaine. Elle est globale, la sécurité. Et effectivement, c'est parce qu'il y avait des poches d'insécurité et puis il y avait des poches de vide d'État que peut-être d'autres forces beaucoup plus obscures ont occupées et qui font aujourd'hui que par rapport à ces nouveaux défis, il faut que la société civile joue son rôle, il faut que les États jouent leur rôle. Et de mon point de vue, nous avons besoin de dialoguer, d'avoir un dialogue sain, d'avoir un dialogue sincère, et que chacun respecte dans l'aspect faire qui est effectivement le sien, vraiment le rôle des différents acteurs. Ça, c'est très important. Alors, M. Aliou Tine, merci bien d'avoir accepté notre invitation. Et vous pouvez rester pour suivre la suite de ce journal-là. C'est moi qui vous remercie. Délibéré ce matin donc du procès de maître Lirwana Abdraman, ce dernier est accusé pour outrage à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions lors du procès des 25 acteurs de la société civile le 10 juillet dernier. Le reportage est de Nafisa Hassan et Ibrahim Abdou. Un an d'emprisonnement ferme, un an avec sursis, plus 1 million de francs CFA d'amende, c'est le sort réservé à maître Lirwana Abdraman, poursuivi pour outrage à un magistrat lors de l'exercice de ses fonctions. Les faits se sont passés au procès des acteurs de la société civile le 10 juillet dernier. Lirwana vient d'être condamné par la justice nigérienne à 24 mois d'emprisonnement, donc 12 avec sursis, plus 1 million d'amende. Nous ne pouvons que prendre acte au niveau du cadre de concertation et nous informons quand même l'opinion que cela n'entrave à rien en cas ce que nous sommes en train de faire, et nous allons demander aux avocats d'interjeter appel parce que dans tous les cas nous avons ce droit-là de faire appel. Mais nous n'avons pas été surpris parce que le lundi passé nous avons vu la manière dont le procureur en cas s'est prononcé, et nous venons de constater une fois de plus que le juge a juste fait, n'est-ce pas, de confirmer la plaidoirie, sinon j'allais dire la demande du procureur de la justice par rapport à notre camarade. Demain 24 juillet, un autre délibéré à propos duquel les acteurs de la société civile se disent confiants. Nous continuons encore à croire que effectivement ce délibéré sera effectivement de notre côté. Nous ne cédons pas dans tous les cas aux pressions et nous estimons et nous interpellons les juges nigériens à continuer à être indépendants, et nous comptons sur la bonne foi des juges quant à au délibéré de demain. Nous invitons une fois de plus la population de Niamey, tel que le 10 passé ça a été fait, aujourd'hui ça a été fait, le lundi passé nous l'avons vu. Nous interpellons et nous appelons la population de Niamey à sortir massivement demain, mardi 24 juillet 2018, pour venir en cas être témoin du délibéré que nous attendons d'ailleurs avec pied ferme, d'aller le dire sur le dossier qui nous lie avec l'État du Niger par rapport aux camarades, dont les principaux leaders de la société civile. Rappelons que maître Lirwana Abdraman fait également partie des 25 acteurs de la société civile arrêtés le 25 mars dernier pour participation à une manifestation interdite par les autorités, dont le procureur général a demandé 1 an d'emprisonnement. Le Front démocratique et républicain FDR, composé de plusieurs partis politiques et acteurs de la société civile luttant contre la loi de finances 2018, a tenu hier sa première assemblée générale régionale de Niamey au siège du RDR Tchangi. Occasion pour présenter les membres du FDR à l'assistance et leur rassurer de la détermination de cette structure dans le combat démocratique. Le compte rendu de Adam Ousmana et Chebou Guissou. Ce rendez-vous politique qui a enregistré une présence massive des militants du Front démocratique et républicain, un front composé aussi bien de militants des partis politiques que des acteurs de la société civile, se veut un cadre d'échange et d'action. Action qui vise, selon les organisateurs, à restaurer la démocratie et l'état de droit dans le pays, toutes choses pour lesquelles les acteurs de la société civile se disent plus que déterminés à mener le combat. Il n'est nulle question de continuer à rester les mains croisées et de les regarder. Il est grand temps, et c'est ce grand temps qui a fait que nous sommes réunis ici. C'est pour vous dire que vous êtes à partir d'aujourd'hui des militants du Front démocratique et républicain. Le même Mohamed Issoufou disait, quand une démocratie
est détruite, quand elle devient malheureuse, c'est ceux qui disent la vérité, les honnêtes et les dignes qui sont en prison. Et ceux qui sont des menteurs et des malhonnêtes sont dehors. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Et les gens ne veulent pas qu'on se retrouve avec les partis politiques pour batailler et libérer notre pays de tout ce que je venais de dire. Où est le droit? Où est la justice? Alors ceux qui sur les réseaux se permettent de vouloir dénigrer doivent tout simplement s'arrêter. Fort de ce soutien, les leaders politiques du Front démocratique et républicain déclarent que l'heure du combat a désormais sonné. Le combat que mène la société civile, mais c'est le combat de tous les Nigériens. Une loi scélérate, une loi de finances qui ressemble à une chape sur la tête de tous les Nigériens, mais c'est un problème de toutes les Nigériennes et de tous les Nigériens. La société civile qui a pris sur elle d'une manière ouverte et déterminée de lutter contre cette loi ne peut que rencontrer notre soutien. Il est aussi juste que la lutte actuelle des partis politiques n'est pas seulement la lutte des partis politiques. Non. Cette lutte concerne l'ensemble des Nigériens et l'ensemble des Nigériennes. Je suis heureux de constater que notre message est bien passé, que nos concitoyens de Niamey sont prêts, ils sont engagés et déterminés à mener la lutte appropriée au contexte de dégradation de la démocratie et de l'état de droit actuel. Le meilleur moyen, la meilleure arme d'un combattant, c'est son esprit. Et j'ai pu constater que nos militants, partout où nous passons, ont ce mental de fer. Ils sont déterminés, donc je n'ai aucun doute que notre lutte pour l'objectif que nous avons mis en avant va aboutir, Inch'Allah. Ainsi, tout paraît désormais clair. Ce regroupement est plus que jamais déterminé à mener le combat qui vaille pour le bien-être des Nigériens. Le Ben Sinatik a été réuni cet après-midi à la Maison de la Presse à l'effet de se pencher sur la situation de certains organes de presse. À l'issue de cette rencontre, le Sinatik a rendu public une déclaration lue par le secrétaire général Amoudi Moussa. Le Ben Sinatik constate avec regret l'attitude désinvolte et révoltante du pouvoir en place à vouloir coûte que coûte réduire au silence la presse indépendante, notamment en utilisant les services des impôts pour procéder de manière honteuse à la fermeture sans sommation des entreprises de presse sous le fallacieux prétexte de non-paiement d'impôts, alors même que des cadeaux fiscaux de l'ordre de plusieurs milliards sont accordés sans vergogne à des multinationales. 2. Dénonce le peu d'égard et le mépris à peine voilé affiché par certains animateurs du système vis-à-vis de la presse indépendante. En attestent les multiples tentatives de son musulman à travers des mesures incongrues foulant aux pieds les textes régissant le régime de la liberté de la presse au Niger. 3. Rappelle que seul le CSC, régulièrement reconnu comme organe régulateur, peut prendre sur lui la responsabilité historique de décider de la fermeture d'un média et dénonce de ce fait le silence complice de celui-ci dans l'attaque en cours visant les médias indépendants. 4. Apporte son indéfectible soutien à tous les médias indépendants abusivement fermés et demande à l'ensemble des professionnels des médias de faire bloc pour sauver la liberté de presse si chèrement acquise par le biais de haute lutte et aujourd'hui mise à rude épreuve par les agissements des princes au pouvoir. 5. Rappelle au président de la République son engagement d'œuvrer pour une liberté effective de la presse en acceptant notamment d'être le premier chef d'État en exercice à parapher librement la déclaration dite de la table de la montagne. 6. Regrette la dégringolade spectaculaire du rang du Niger qui va chaque année crescendo
dans le classement des pays en matière de respect de la liberté de presse. 7. Constate avec surprise la renonciation par l'État d'octroyer depuis 3 ans le fonds d'aide à la presse, pourtant perçu comme la seule subvention allouée aux organes de presse indépendants reconnus pour leur vulnérabilité. Conséquemment à toutes les considérations ci évoquées, le Ben Sinatic recommande au gouvernement, petit a, d'accélérer le processus de validation de la loi sur la publicité et revoir les modalités d'attribution de la redevance ORTN qui doivent désormais inclure les médias privés pour l'utilité publique de leurs services. Petit b, d'instituer une redevance sur la téléphonie mobile destinée à soutenir les médias privés. Petit c, augmenter l'enveloppe du fonds d'aide à la presse pour permettre aux médias indépendants de continuer à jouer leur rôle de gardien de la démocratie et au CSC de se réveiller et reprendre son bâton de commandement en vue d'une régulation saine et équilibrée des médias. 8. Prend à témoin l'opinion nationale et internationale quant au traitement humiliant et rétrograde dont fait l'objet la presse indépendante de la part du pouvoir de la 7e République. 9. Apporte son soutien indéfectible au Saman dans sa noble lutte pour une justice libre et indépendante et demande la libération sans délai de tous les acteurs de la société civile détenus depuis 4 mois pour certains dans divers geôles du pays. 10. Et enfin, appelle l'ensemble des professionnels des médias à se tenir prêts pour répondre à d'éventuels mots d'ordre. Les agents du groupe de presse Canal 3 sont en séminaire de formation depuis ce matin à l'hôtel Solux du Niamey. Une formation offerte par leur partenaire, la VOA, et au cours de laquelle ils seront formés sur le journalisme d'investigation. Le compte-rendu de Nefise Yahya et Halidou Porema. Ils sont une dizaine de journalistes du groupe Canal 3 Niger à bénéficier de cette formation sur le journalisme d'investigation, fruit de leur partenariat avec la Voix de l'Amérique. Nous sommes là donc pour la formation que nous offrons traditionnellement chaque année à la chaîne de 3 Canal 3. Cette formation a un objectif, donc il s'agit de renforcer les capacités des journalistes de la chaîne privée Canal 3. Donc l'année dernière, nous avions fait la même chose et cette année, le thème de la formation porte sur le journalisme d'investigation qui, à mon avis, vraiment vient à son heure compte tenu de tout ce qui se passe dans la sous-région. Une formation qui permettra sans nul doute de renforcer la capacité des participants sur le journalisme d'investigation. Le journalisme d'investigation est très important pour nos journalistes parce que non seulement le journalisme d'investigation, la formation elle-même, ça fait partie de notre credo. C'est dans le cadre de notre partenariat avec la VOA et les gens nous ont demandé cette année parce que depuis environ 4 ans, dans le cadre de notre partenariat, nous bénéficions des formations chaque année à Niamey comme à l'extérieur. Donc cette année, nous ont demandé sur quoi nous voulons la formation. Nous nous sommes dit, nous avons déjà eu à faire beaucoup de formations sur d'autres domaines. Pourquoi ne pas s'aventurer sur l'investigation? Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur le terrain, il faut que nous outillions nos journalismes en investigation. À noter que les travaux de cette formation qui a vu la participation des journalistes des autres stations régionales du groupe Canal 3 Niger dureront 5 jours. La compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a lancé ce matin la promotion Tabaski dans le souci de récompenser ses clients pour leur confiance et leur fidélité. Le compte rendu. À un mois de la fête de Tabaski, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a lancé par cette cérémonie la promotion Tabaski qui consiste à récompenser les fidèles clients en leur offrant la chance de gagner 2 moutons par semaine. Et cela n'est possible qu'après l'adhésion du client au dièse 321 dièse. Je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer le lancement de notre promotion Tabaski qui va se dérouler jusqu'au 19 août prochain. Et qui sera pour nous l'occasion de récompenser nos clients les plus fidèles, les plus consommateurs de nos produits, services,
qu'ils soient des services voix, SMS, data, Internet, retrait d'argent avec notre offre Orange Money. Et nous aurons donc le plaisir de pouvoir offrir à nos clients les plus fidèles des moutons chaque semaine. Ce sera 32 moutons que nous distribuerons chaque semaine dans chaque région du Niger et également de nombreux lots. Donc c'est la preuve effectivement que Orange est engagé dans une démarche tout à fait volontaire d'être au plus près de ses clients, à leur écoute et leur faire vivre une expérience incomparable. La compagnie de téléphonie mobile Orange Niger est toujours aux côtés de ses clients pendant les fêtes religieuses pour les accompagner dans les dépenses liées à ces événements. Orange Niger, une véritable société philanthropique. Ouverture ce matin de la session ordinaire au titre du mois de juillet 2018 du Conseil supérieur de la communication CSC. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Le point avec Nafis Zakou et Abdounaser Seydou. 8 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de juillet 2018. Parmi ces 8 points, le président du CSC a accentué son allocution sur l'avant-projet de décret fixant les modalités de recouvrement des redevances pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion et de télévision nationale et internationale. Premier point, examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de juin 2018. Deuxième point, information sur le CSC. Troisième point, examen et adoption du projet de délibération sur le règlement administratif du Conseil supérieur de la communication. Quatrième point, examen et adoption du rapport du groupe de travail chargé de l'examen des dossiers de demande d'autorisation d'exercice des services de radiodiffusion sonore privée et associative. Cinquième point, examen et adoption de l'avant-projet de décret fixant les modalités de recouvrement des redevances pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion et de télévision nationale et internationale. Sixième point, examen et adoption des travaux de la commission éthique, déontologie et carte de presse. Septième point, examen et adoption des travaux de la commission suivi des cahiers de charges, accès équitable et publicité. Huitième point, mise en place du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse 2015 et 2017. Et en neuvième point, nous traiterons des questions diverses. Comme vous le savez, la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du CSC, modifiée et complétée par la loi numéro 2018-31 du 16 mai 2018, dispose en son article 48 que, je cite, le Conseil supérieur de la communication fixe par délibération le montant des redevances pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion ou de télévision nationale et internationale. Le montant des redevances sur la production et la diffusion de la publicité par voie de presse. Les modalités de recouvrement de ces redevances sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Fin de citation. Le président du CSC a attiré l'attention des responsables des médias sur une préoccupation majeure qui est la protection de l'enfance et de l'adolescence. Des notes de service compétents du Conseil supérieur de la communication ont relevé ces derniers temps la diffusion d'éléments qui ne respectent pas la délibération numéro 001/CC du 10 février 2015 déterminant les modalités de protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par les médias audiovisuels. Je n'appelle donc aux médias pour le respect strict des dispositions de cette délibération qui impose à la fois le choix d'horaire adapté et la présence de pictogrammes sur les bandes annonces et les émissions diffusées sur les médias. Le CSC y verra avec toute la rigueur et sans faiblesse. Au cours de cette session qui durera 5 jours, sera examiné les premiers rapports des 2 commissions d'instruction mises en place au cours de la session de juin dernier, à savoir la commission éthique, déontologie et carte de presse et la commission suivie des cahiers de charges, accès équitable et publicité. Du sport pour clore ce journal, le tirage au sort qualificatif de la CAN U17 de la zone UFOA a eu lieu cet après-midi à l'hôtel Gawai de Niamey. C'était en présence de représentants de la CAF, de l'UEFA et de l'UFOA. Le résumé du tirage au sort avec Ibrahim Tikire et Chebou Guissou.
2 poules ont été constituées à l'issue du tirage au sort qualificatif de la CAN U17 de l'UFOA zone B. Dans la poule A, le Niger, pays organisateur, affrontera le Togo, le Ghana, et la poule B comporte le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Burkina Faso. Le tirage au sort a eu lieu en présence des membres de la CAF, de l'UEFA et de l'UFOA. Le tirage au sort s'est bien déroulé. Au niveau du résultat, comme vous vous rendez vous-même compte, je pense que les deux poules sont équilibrées, puisque vous avez dans chaque groupe des équipes qui ont quand même pignon sur rue, des équipes qui ont participé à plus de Coupes du Monde et des Coupes d'Afrique. Le Ghana dans la poule du Niger, c'est pas une mince affaire, et de l'autre côté vous avez la Côte d'Ivoire dans la poule du Niger. Donc c'est 2 poules équilibrées qui nous promettent vraiment des compétitions de haut niveau, et puis c'est l'adversité, la préparation, les conditions qui vont permettre à l'équipe vainqueur d'aller nous représenter en Tanzanie. Après la phase de groupe, où chaque groupe il va avoir des matchs pour déterminer les vainqueurs, après la phase de groupe, il y aura les 2 meilleurs de poule A, les 2 meilleurs de poule B vont se rencontrer en croisée en demi-finale. Et les vainqueurs des demi-finales joueront la finale. Et puis finalement, c'est le vainqueur du tournoi, c'est-à-dire le vainqueur de la finale, qui en plus de la poule, de la coupe qu'on va lui remettre et des médailles, va représenter notre zone en Tanzanie en 2019. La compétition qui aura lieu du 2 au 15 septembre 2018 à Niamey démontre de la confiance dont jouit le Niger auprès des instances internationales de football. C'est déjà un honneur et une fierté pour nous de pouvoir abriter ces compétitions-là, parce que ça permettra aux Nigériens, malgré nos moyens, de pouvoir vivre certaines compétitions qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous n'êtes pas sans savoir que ce tournoi devait se dérouler initialement en Côte d'Ivoire, avait été retiré de la Côte d'Ivoire pour le Ghana, et ensuite, vu ce qui s'est passé au Ghana, la crise que vous connaissez, après une réunion de l'UFOA en marge de l'ouverture de la Coupe du Monde donc à Moscou, après une réunion de notre zone, on a décidé que le tournoi se fera au Niger. Voilà donc pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour le tirage au sort de cette compétition des moins de 17 ans donc, que le Niger abritera du 2 au 15 septembre. Réagissant à la poule du Niger, le président de la FENIFOOT reste confiant malgré la présence du Ghana. C'est toujours l'éternel Ghana qu'on croise, hein. Vous savez qu'on les a croisés et en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. J'espère qu'on va pouvoir conjurer le sort cette fois-ci, au moins en prenant le dessus sur le Ghana. Voilà, je pense que notre poule n'est pas mauvaise déjà. On est à 3 contre 4 de l'autre côté, ce qui est déjà un avantage, si je peux dire. Espérons que nos jeunes soient assez en forme. En tout cas, je fais confiance à notre encadrement technique avec Fred que vous connaissez, qui a l'expérience, en tout cas qui lui me garantit que nos jeunes sont en jambes. En plus de ce tirage au sort, notons que la mission conjointe CAF-UEFA s'est rendue à Maradi, second site pour accueillir la CAN des juniors prévue en 2019 au Niger. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.